un souffle nouveau pour l'Europe. Was auf Deutsch übersetzt wurde, frischer Wind für Europa, un vent frais pour l'Europe. Vielen Dank, Stefan Ackermann, für diese neue Titel, parce qu'un vent frais, c'est aussi quelque chose de suggestif pour nous aujourd'hui. Un souffle, ça signifie beaucoup de choses pour un chrétien, puisque l'Esprit Saint, c'est le souffle de Dieu, et le souffle pour tout être humain, c'est la vie. Ainsi donc, un souffle, ça signifie à la fois un souffle spirituel et un souffle matériel qui donne la vie. Nous avons voulu donc insister sur la dimension de ce souffle. L'argumentation de cette lettre, vous la trouvez dans le grand document que vous avez reçu sur vos chaises. C'est d'une part de partir des constats, en particulier au niveau historique, de constater comment l'Europe s'est formée, et puis de voir comment petit à petit apparaissent des crises de la conscience européenne, de découvrir quels sont cependant les points forts de l'Europe, et puis de déboucher petit à petit sur le type d'action que l'on peut avoir et sur les positions que l'on peut prendre un jour d'élection. Si je parle de la dimension historique, je constate que l'histoire européenne émerge surtout avec la disparition progressive de l'Empire romain au Ve siècle et son remplacement par l'Europe mérovingienne. Désormais, ce n'est plus Rome le centre, mais c'est ce qui se passe sur le continent européen. On constate dans les vités, c'est-à-dire les biographies des saints mérovingiens, constamment l'utilisation du mot Europe. On me le montrait encore hier pour la vie de Sainte Gertrude de Nivelles, pour la vie de Saint Lambert de Maastricht. Le mot Europe apparaît sous la plume des scribes au 7e siècle, comme une évidence, comme un lieu de communication et comme le théâtre, en quelque sorte, de leur conversion. Ce n'est pas qu'une conscience géographique, c'est aussi une véritable alchimie sociale. En effet, progressivement, l'occupation de l'Empire romain par des peuples germaniques commençait déjà au IVe siècle et s'est prolongée certainement jusqu'au VIe, a ajouté à la culture latine de base une culture germanique qui a été tout spécialement menée par le peuple franc, dont le centre était quelque part ici même. Le peuple franc a désormais donné son nom à la Gaule, qui s'appelle France. Donc la France porte un nom allemand, puisque franc est un peuple germanique. Il s'est passé certainement un type de conflit de culture, mais en même temps, tous les historiens aujourd'hui s'accordent à dire que ce qu'on appelle les invasions germaniques n'ont pas du tout été des invasions. Ce fut une inhabitation progressive du continent et petit à petit une rencontre entre ces deux cultures, culture germanique, culture latine. Et si ces cultures étaient effectivement en opposition pendant des siècles, il fut un ciment qui permit leur rencontre, c'est la foi chrétienne dans sa version catholique romaine et non pas dans sa version hérétique arienne, parce que la foi catholique donnait à la foi chrétienne cette dimension du mystère de Dieu dans l'être humain, le Christ reconnu à la fois comme vrai Dieu et vrai homme, et par conséquent, elle engendrait ce paradoxe que la présence de Dieu était aussi dans l'homme souffrant que fut le Christ. Ça a séduit, ça a intéressé les différentes populations, et la conversion de Clovis et son baptême en 496 a été le signal de
cette rencontre qui est devenue une véritable intégration. À quoi s'est ajoutée progressivement la présence des Slaves. On sait que déjà au IXe siècle, ils sont nombreux. Pensons au Saint Cyril et Méthode qui évangélisent les Slaves, à la présence des Normands qui vont occuper la Normandie, bien sûr, à la présence des Hongrois, dont l'évêque Étienne se convertit en l'an 1000, sans oublier la présence juive dans les grandes villes d'Europe occidentale ou méridionale, et les contacts avec le monde musulman dans le sud du continent. Certes, contacts qui furent souvent belliqueux, pensons à la fameuse bataille de Poitiers, mais qui furent aussi d'innombrables commerces et des contacts économiques qui permirent le développement culturel de l'Europe. Car quand on voit les superbes objets du Moyen-Âge, les peintures, les émaux, les pierres précieuses sur les chasses qui entourent les reliques, on oublie de se dire d'où viennent ces pierres précieuses, d'où viennent ces pigments des peintures. Ça nous vient du monde musulman, ça nous vient de l'Orient, ça nous vient de la route de la soie. C'est le commerce qui a véritablement créé aussi des contacts avec le monde musulman et avec l'Orient. Un des éléments qui a véritablement contribué à la synthèse, c'est la fondation des grandes abbayes. Ici, il y a Luxeuil, en Lorraine. Il y aura bien d'autres endroits avec de grandes abbayes qui adopteront la règle de Saint-Benoît. L'idée de réunir les forces chrétiennes dans une communauté de vie, typique de la règle de Saint-Benoît, va faire naître des foyers, que sont les grandes abbayes, tant spirituelles que culturelles et matérielles. Chaque abbaye est à la fois un centre économique, un centre scolaire, un centre spirituel et de prière, mais même un centre stratégique où l'on vient se réfugier. On l'a dit, ce sont des villes à la campagne. Tout l'argumentaire de la ville est condensé dans les murs de l'abbaye. Et toutes ces abbayes du haut Moyen-Âge vont contribuer à tisser sur le continent européen des foyers qui formeront son armature culturelle pendant des siècles et jusqu'aujourd'hui. Pensons aussi aux grandes foires commerciales qui réunissaient des commerçants de partout, aux universités à partir du XIIe et du XIIIe siècle, commencées par celle de Paris. Pensons aux grandes cathédrales gothiques, pensons à la musique qui, de l'école de Metz au Moyen-Âge, s'est répandue dans toute l'Europe, et pensons au fait que des compositeurs italiens catholiques comme Vivaldi ont influencé des protestants comme Bach. La musique se jouait et des frontières et des églises. Ainsi donc s'est formée la culture européenne. Mais de grandes guerres ont aussi, bien sûr, déchiré et agité l'Europe. Je pense directement aux deux grandes guerres mondiales, 14-18 et 39-45, qui ont semé la ruine et la désolation sur le continent européen et sur le reste de la planète. Le génocide des Juifs, la Shoah, entraînant 6 millions de morts, et les nombreuses victimes de la Seconde Guerre mondiale parmi les populations de tous les pays, ont montré jusqu'à quelle atrocité la guerre pouvait mener. On m'a encore expliqué lors d'une petite réception qu'il y avait un monument pour les soldats africains morts à la campagne des Ardennes en 1944 dans un village retiré des cantons de l'Est en Belgique. Parce qu'il y avait des Africains qui ont fait la guerre. Et donc, ça nous montre la dimension tragique de pareille guerre. Suite à ces tragédies, s'est mis sur pied le Conseil de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, et puis l'Union européenne, dont la première forme fut la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, née en 1951. Cette construction a été élaborée par Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Monet, Paul-Henri Spaak et d'autres, et fut définie par le traité de Rome, signé le 25 mars 1957. La philosophie et l'inspiration de Robert Schuman apparaît dans l'écrit du 9 mai 1950 où il disait
la paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. Et la contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. Donc à la fois le souci de la réconciliation locale et de la paix internationale. Mais voilà, aujourd'hui, nous remarquons une crise de la conscience européenne. Ce mot dans notre lettre est repris d'un célèbre livre de Paul Hazard, qui, lui, cependant, fait allusion au XVIIe siècle. Autrement dit, rien de nouveau sous le soleil. Mais il y a, oui, une crise de la conscience européenne. On a du mal à accepter la diversité, qui pourtant est la racine de l'Europe, la conjonction des diversités. Chacun est tenté par un certain individualisme et à devenir sa propre référence. Ce qui paralyse aujourd'hui le vivre ensemble européen, c'est aussi la crainte d'une perte de contrôle des nations sur leur propre destin. On l'a bien senti, bien sûr, quand la Grande-Bretagne s'est retirée. Comme nous l'écrivons, le continent européen est aussi affecté en Ukraine par une guerre meurtrière qui dure depuis trop longtemps. Ces incertitudes engendrent le populisme, qui est aussi la conséquence de la crise économique et qui critique le projet européen. La paupérisation de certaines régions et le chômage qui a touché des populations ont creusé des fossés entre nous, Européens. Sur cela est venue se greffer l'arrivée massive de migrants. La Méditerranée est devenue un cimetière où sont mortes plus de 20 000 personnes de tous âges qui rêvaient d'Europe. Malgré ces crises, les Européens possèdent des valeurs communes qui les réunissent. Monseigneur Stanger l'a bien souligné. Quelqu'un m'avait dit, on prend conscience des valeurs européennes que quand on va en Extrême-Orient et quand on voyage en Chine. Et là, on comprend que c'est différent. Ici, c'est le cardinal Ulrich qui confirmera ou ne confirmera pas, parce que lui, il connaît le Japon comme pas d'autres. Mais en tout cas, ce qui frappe, c'est que l'Europe est sensible au respect de la personne humaine. Elle est sensible à la rencontre des cultures. Elle a le goût de la paix. Elle a le sens de la justice et de la solidarité. Notre rêve, donc, pour l'Europe, c'est l'humanisation de la société, c'est la mise en œuvre du bien commun dans la recherche de la justice, de la paix mondiale et de l'écologie intégrale. Ce sont toutes des thématiques développées par la doctrine sociale de l'Église depuis Léon XIII, en 1891, jusqu'au pape François, spécialement avec son encyclique sur l'écologie, Laudato Si. La mise en valeur et la mise en œuvre de ces dimensions passe par les corps intermédiaires et les associations. Et c'est là que toute association a sa valeur. C'est là que les associations des travailleurs, les syndicats, les associations d'entrepreneurs, les églises, les associations sans but lucratif coopèrent fondamentalement à la construction d'une Europe qui ne soit pas simplement une Europe des États, mais une Europe des gens. Le pape François, lors de sa visite à Marseille, a invité les églises européennes à retrouver passion et enthousiasme, à redécouvrir le goût de l'engagement pour la fraternité et à oser le risque de l'amour pour les plus faibles. Comme disait Robert Schuman en 1951, notre objectif doit être d'établir une communauté spirituelle entre les hommes et entre les nations. Ceux qui ont le bonheur de pouvoir y contribuer, par leur esprit de fraternité, fondé sur une conception chrétienne de la liberté et de la dignité humaine, seront parmi les meilleurs artisans d'une Europe rénovée et unie. Oui, ce souffle nouveau, suggéré par Schuman, nous le trouvons aujourd'hui d'une façon toute particulière dans le message de l'Évangile. Et pour ne pas chercher loin, je reprends l'Évangile lu hier à la messe du deuxième dimanche de Pâques, dans lequel Jésus dit « La paix soit avec vous, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie,
Et ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. Et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, le souffle saint. Jésus donc donne un souffle nouveau à ses disciples. Cet esprit souffle sur nous aujourd'hui, pour que nous soyons aussi des messagers de paix, à la suite de Robert Schuman. Et pour prendre la conclusion des évêques de l'Eurégio, je conclurai ainsi: puissions-nous, au moment de déposer nos bulletins dans l'urne, être conscients que nous votons pour un projet d'espérance. Merci de votre écoute.